Voilà. Bonjour Renaud. Je vois que Renaud est arrivé. Bonjour à tous, désolé pour les 5 minutes de retard. Pas de souci. Bonjour à tous et donc bienvenue à ce 36e Café Génial. Ça commence à faire, hein, ça fait quand même 3 ans de Café Génial. Bon, même un peu plus puisque du coup, il y a certains mois en été où on n'en fait pas. Donc, ça fait un petit peu plus de 3 ans qu'on a lancé cette thématique et voilà. Et je suis toujours heureuse de voir qu'on est quand même assez nombreux lors de ces cafés. Donc aujourd'hui, ce sera sur le suivi des odonates. Nous avons plusieurs intervenants, donc deux présentations. La première sur le cadre général, donc avec Valérie-Anne Lafont de l'OPI et Renaud Baeta de ANEP Codalis, qui nous présenteront le PNA libellule et le protocole de suivi des odonates gonfidés et anisoptères prioritaires, le SOGAP. Et une deuxième présentation, du coup, par Louise Boniface, qui est chargée de mission Natura 2000 au PNR Corbière-Fenouillède, et qui nous fera une présentation, voilà, un retour d'expérience de comment elle a mis en place le SOGAP sur un de ses sites Natura 2000, le site Natura 2000 de la vallée de l'Orbieu. Voilà, je laisserai donc les intervenants se présenter en début de chaque présentation. Et je vous propose, voilà, avant d'entamer, que l'on fasse un petit tour d'écran, mais très rapide, avec voilà, nom, prénom, structure, et rapidement le pourquoi cette thématique vous intéresse. Donc, je vais passer la parole. Je vais commencer, Damien Villatte. C'est Alors, toi le premier. bonjour à tous. Donc, Damien Villat, je travaille au département du Lot. Je suis gestionnaire d'espaces naturels sensibles. Donc, la problématique m'intéresse en état de cause parce que je gère des espaces, des zones humides où il y a énormément de libellules, la grille de mercure, etc., Somatopora flavomaculata. Euh, plein d'espèces qui rentrent et qui sont citées comme PNA. Dans le PNA. Super, merci Damien. Nina? Bonjour tout le monde, du coup Nina Combet, je suis chargée de mission Natura 2000 à l'association Sauvage qui est basée en Lozère. Et on fait des contrats Natura 2000 de création de mares à destination des oiseaux, mais bon, en fait, il y a plein d'odonates qui en profitent et voilà, du coup, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Merci Nina. Claire? Oui, bonjour à tous. Donc Claire Boscus, moi je suis chargée de mission Natura 2000 et zones humides au SMEAG, au syndicat de la Garonne, à Toulouse. Et donc dans notre DOCOP, il se trouve qu'on a plusieurs espèces dont des odonates. Et sur les bords de Garonne, on est amené à rencontrer des odonates. Donc c'est toujours intéressant. Donc bords de Garonne et zones humides associées avec hydraulique, etc. Voilà. Merci Claire. Stéphane? Oui, bonjour, Stéphane Fiolet, département Haute-Garonne. Je suis animateur médiateur à la Maison de la Biodiversité et de la Forêt de Buzet, qui est un espace naturel sensible depuis 2016. Voilà. Et en même temps, j'essaye de suivre un peu les différents ONS du département. Merci. Gilles? Bonjour à tous, donc je suis Gilles Larnac, je suis chargé de mission patrimoine naturel et biodiversité au département du Gard. Donc on a un réseau d'espaces naturels sensibles départementaux de 18 sites répartis entre la Camargue, les Cévennes, les Gorges du Gardon et la Cèze. Donc les enjeux odonates sont parfois en haut de la liste de la hiérarchisation. Donc voilà, je voulais suivre un petit peu ce protocole-là pour mieux le connaître. Merci Gilles. Alors ensuite, désolé, c'est Monsieur Soustel C, mais je me souviens plus du prénom. Allô? Oui, Oui, vous m'entendez? Oui, oui. bonjour, c'est Cyril Soustel, hein. Je travaille pour le département du Gard et je travaille sur les espaces sensibles. Et du coup, je fais des suivis des inventaires odonates depuis bientôt 10 ans sur le Gardon, la Haute-Sèze et en collaboration avec le syndicat de la Haute-Vallée-Cévenole. Voilà. Merci Cyril. Cécile? Oui. Oui, bonjour. Donc, Cécile Amiel, je suis agent de développement à la communauté de communes du plateau de la Nemezan et animatrice du site Natura 2000 des tourbières de Clarens. Donc, sur les tourbières, nous avons des odonates, hein, de la grillon de mercure, entre autres. Voilà. Après,
On n'a pas de suivi particulier, notamment dans le DOCOB, autre que des suivis des espèces que l'on a. Mais comme on va l'année prochaine évaluer le DOCOB, je pense que ça serait intéressant de faire un petit focus sur les odonates. Voilà. En prévision, super. Merci Cécile. Anne? Oui, bonjour à tous. Anne Salvado, moi je travaille à la région Occitanie, je suis chargée de projet Natura 2000 et référente pour les départements Hérault et Gard. Et voilà, je suis intéressée parce que j'ai déjà participé à la journée de sensibilisation qu'a organisée l'OPI et le COGAR sur les odonates et mieux comprendre en fait les besoins des animateurs, puisque les animateurs Natura 2000, puisqu'on vient en appui. Et voilà, la thématique est intéressante, donc je poursuis ma sensibilisation sur le sujet. Super, merci Anne. Vincent? Sablin? Ah, Oui, bonjour. Bonjour, Vincent Sablin, le PTB Lèze. Donc moi, je suis animateur du site Natura 2000 Le Lèze, sur lequel il y a des enjeux liés aux odonates également. Voilà, donc j'ai 4 espèces de l'annexe 2 sur le site, et donc bah, je suis là pour améliorer mes connaissances. parfait. Alors ensuite, Monsieur Picard, c'est pareil, je crois qu'on ne se connaît pas, j'ai pas le prénom. On ne t'entend pas. On te laisse régler le petit souci de micro peut-être. Et en attendant, Emmanuel? Emmanuel, es-tu parmi nous? Ok. Alors en attendant que Emmanuel revienne, Bertrand? Oui, bonjour à tout le monde. Donc, Bertrand Gouguillon du PNR de Aubrac. Donc, je suis responsable du pôle patrimoine naturel. On a des programmes sur restauration de zones humides et puis on anime aussi des sites Natura 2000 sur lesquels il y a des gros enjeux odonates. Et moi, j'aimerais, voilà, je me pose des questions sur comment on peut mettre en place un petit peu des suivis, suivre des espèces indicatrices, contribuer au PNA. Voilà. Merci Bertrand. Stéphanie? Oui, bonjour. Bon, j'ai des petits soucis visiblement avec la caméra, donc désolée, ce sera que de l'audio. Mais on t'entend déjà. Et donc, comme je suis arrivée à la bourre, c'est un petit tour de table, c'est ça? Oui, c'est ça, C'est rapide, ça, juste d'accord. structure et l'intérêt pour la thématique. Ok, merci. Donc, Stéphanie Plagalmanski de la LP Occitanie dans le Lot. On réalise des suivis odonates sur notamment la vallée du Lot et vallée du Célé. Et donc, du coup, c'était pour un peu mettre à jour mes connaissances par rapport au PNA et voir comment on pouvait intégrer les données, les informations en lien avec le PNA. Merci Stéphanie. Aurore? Est-ce que tu nous entends, Aurore? Bon, alors je reviens du coup sur Monsieur Picard, donc j'ai toujours pas le prénom. Alors, Martin, vous m'entendez? Oui, super. Ah, d'accord. Bonjour Martin. Merci. Martin Picard, du Pain des Gorges du Gardon. Donc, moi, j'interviens notamment sur l'animation de 3 sites Natura 2000 dans le Gard, avec des enjeux milieu humide, donc sans doute odonates, mais avec des données un petit peu vieilles. Voilà. D'où mon intérêt pour ce groupe. Julie, tu as coupé ton micro. Ah oui, oui, forcément, ça marche pas non plus. Deuxième. On les fait tous. Donc je disais Emmanuel, Aurore, est-ce que vous êtes revenus? Non. Ah, donc petit souci de caméra et de micro, ça marche. Bonjour Aurore, tu peux mettre effectivement ton intérêt du coup dans le chat pour la thématique. Eh bien, Valérie et Renaud, je vais vous laisser partager votre présentation et vous partager également, je ne vous ai pas passé la parole, hein, je vous laisse vous présenter un peu plus en détail en début de présentation. Oui, bonjour tout le monde. Alors j'insiste, c'est bien Valériane. Ce n'est pas Valérie, sinon je ne te répondrai pas. Ah, j'ai dit Valérie? Non, tout simplement. Ah, je suis désolée. C'est pas grave, c'est le trait d'union qui porte à confusion, t'inquiète pas. Je t'appelle Valérie. Bon, étant dit, les pendules étant à l'heure, j'ai le plaisir de
me présenter à vous aujourd'hui en tant qu'animatrice du PNA Libellule 2020-2030. Et donc avec Renaud, à deux voix, on va vous présenter donc le SOGAP. Et Renaud, c'est toi qui débute cette superbe présentation et je me permets de te passer les diapos, donc n'hésite pas à me le dire. Ça évitera qu'on départage, repartage. Trop bien, merci. Donc moi c'est Renaud, du coup je suis animateur en fait du plan régional d'action sur les libellules en région centre. Et voilà, et je co-anime avec Valériane le SOGAP donc à l'échelle nationale quoi. Du coup, bah, tu peux directement passer. Ouais, voilà. Comme je pense on le sait un peu tous en fait, il y a aujourd'hui on se rend compte que même si les insectes c'est quand même le gros de la biodiversité, c'est clairement je pense qu'on est un peu tous convaincus ici autour de la table quoi. Il y a quand même vraiment un gros paquet d'espèces et puis c'est un groupe qui est assez qui est vraiment important dans le fonctionnement des écosystèmes, ne serait-ce que la pollinisation ou autre, et où c'est une quantité de biomasse incroyable. Bah, malgré ça, si on regarde au niveau mondial, en fait, c'est un groupe qui est encore assez mal suivi. Là, vous avez un peu le graphique avec le nombre de suivis qui existent par groupe d'espèces. On voit que bon, bah, bien sûr, on a les oiseaux, les mammifères qui sont très très loin devant. Et après, on a les plantes, les reptiles et enfin les insectes. Donc en fait, même si on a bien conscience que ce groupe-là, il est primordial, en fait, on a encore aujourd'hui très peu de données sur des suivis vraiment protocolés qui permettent d'avoir des infos à grande échelle un peu sur qu'est-ce qui leur arrive à ces petites bêtes, quoi. Donc ça, c'est un premier constat. Alors, pourquoi? Bah déjà parce que souvent, en fait, il y a plein de groupes il y a plein de groupes d'insectes qui sont assez compliqués à suivre. Donc là, on est sur les libellules, ça va, il y a pas des milliards et des milliards d'espèces, mais pour pas mal d'autres groupes d'insectes, c'est beaucoup plus compliqué, quoi. Alors ça évolue quand même assez vite parce qu'il y a plein de nouvelles technologies dont vous avez sûrement entendu parler, en tout cas au moins pour certaines, qui vont automatiser un peu ces suivis-là, que ça soit par des techniques d'intelligence artificielle qui permettent d'identifier les espèces de manière beaucoup plus rapide, directement avec des photos, quoi. Enfin voilà, donc ça ouvre tout un panel de connaissances nouvelles, que ça soit avec des suivis acoustiques. On peut même suivre les mouvements d'insectes maintenant depuis l'espace avec des radars météo, ou que ça soit par toutes les techniques de métabarcoding, d'ADN, où effectivement, avec un échantillon, j'ai envie de dire, vous collectez un paquet d'insectes avec des pièges passifs, et puis à la fin, vous savez tout ce que vous avez, quoi. Donc, on voit que ça évolue très, très vite. Mais à côté de ça, à côté de ces nouvelles méthodes de suivi, en fait, il y a quand même tout un pan d'espèces qu'on est incapable de suivre en fait avec ces nouvelles technologies. Soit parce que, bah, par exemple, bah, on peut pas les capturer, puis les détruire et les broyer facilement pour faire de l'ADN parce que c'est des espèces protégées. Soit parce elles sont rares ou difficilement visibles avec des méthodes, j'ai envie de dire, un peu à large spectre, quoi. Et à ce moment-là, c'est typiquement le cas des libellules dont on va vous parler. Si on n'a pas vraiment un inventaire, j'ai envie de dire, humain spécifique sur le terrain qui va aller chercher ces espèces-là, c'est des espèces à côté desquelles on peut complètement passer. Donc ça, c'est important de se positionner là-dessus. Et c'est notamment le cas là sur les espèces dont on va vous parler avec Valériane, qui sont 5 espèces de la directive Habitat. Et donc en fait, déjà ne serait-ce que par leur statut, on a une obligation en fait de rapportage européen, de connaître en fait, d'être en capacité de connaître un peu l'état de conservation de ces espèces et l'évolution des tendances de ces espèces dans le temps. Et si on prend les données brutes, j'ai envie de dire récoltées de manière un peu aléatoire à l'échelle nationale et plus largement européenne, on se rend compte que pour ces espèces-là, en fait, les données dont on dispose ne nous permettent absolument pas d'avoir ces informations-là, quoi. Au mieux, on peut faire des cartes de répartition, mais à des échelles vraiment très très larges. Mais ça s'arrête là, quoi. Et or, c'est vraiment hyper important d'avoir cette info-là. Et clairement, si on se pose pas tout de suite la question de la bonne méthode, on n'y arrivera pas, quoi. Et donc ça, c'est un des focus qui avait été mis en avant dans le PNA, dont va vous parler Valériane, quoi. Et donc c'est vrai que le PNA vise aussi ces espèces de la directive, là les 5, donc Ophiogonphus cecilia, Gonfus gralinis, Stylurus flavipes, Oxygastra curtisi et Macromios clandens. Vous voyez, on y reviendra, c'est que des espèces en fait de rivières, donc de la directive Habitat qu'on va trouver dans les rivières et qui sont très difficilement détectables en fait à l'état d'imago et qu'on va plutôt pouvoir suivre facilement en fait via les exuvies, quoi.
Donc je vais peut-être laisser Valériane un peu raconter l'histoire de comment ce projet il est né en lien avec le PNA. Et puis après, je rentrerai dans le détail du protocole. Donc, merci Renaud. Petit récap de c'est quoi un PNA déjà? Donc, ce sont des outils stratégiques et opérationnels du ministère de l'écologie, de la transition écologique, excusez-moi, avec l'objectif de répondre aux exigences de la directive européenne oiseaux et habitat faune flore, et qui s'engage du coup à maintenir ou restaurer les espèces d'intérêt communautaire dans un bon état de conservation. Donc ça, c'est la jolie phrase qui va bien et qu'on met dans les rapports. Et dans les 72 PNA qui sont en cours, donc on a quasiment 200 espèces qui sont visées par ces PNA, que ce soit faune et flore, avec une grosse majorité d'espèces de la faune. Et vous voyez que sur les 72, 3 seulement sont en faveur des insectes. Donc on a le PNA odonate, enfin libellule, papillon de jour et pollinisateurs sauvages, qui sont tous trois animés par l'OPI. Donc, globalement, un PNA, c'est un document d'orientation, une forme de bible au niveau national qui permet de définir des actions favorables à l'espèce à l'espèce ou aux espèces qui sont concernées par ce PNA, donc ici les libellules. Et dans le cas qui nous occupe, 5 axes ont été développés pour 12 fiches actions. Donc, des axes assez ordinaires, avec une mise en œuvre, de la connaissance pour l'action, réseau et dynamique d'échange, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, gestion, protection et conservation, et sensibilisation et formation, ce qu'on est aussi en train de faire aujourd'hui. Donc, c'est bon, nous sommes au bon endroit. Donc, le document du PNA sur les libellules, c'est 3 étapes différentes. Donc, il y a d'abord une rédaction qui a été faite par l'OPI. Ensuite, il y a une coordination au niveau national. Donc, cette coordination, c'est essentiellement administratif et financier, qui là est opérée par l'Adréal Hauts-de-France. Et ensuite, en termes d'animation, pour garder le lien entre les différentes régions de France qui mettent en place leur déclinaison régionale, c'est l'OPI, donc ma personne, qui est à l'animation de tout ça. Et donc, dans les plans régionaux d'action, l'objectif, c'est de s'inspirer au mieux de ce qui est proposé dans le plan national et de le décliner en fonction des enjeux spécifiques aux régions. Donc, on a la liste des espèces qui peut être amendée en fonction des enjeux particuliers de chaque région. Et concernant les espèces, vous devez savoir qu'il y a eu un premier PNA odonate. Alors, on est bien sûr sur des usages de mots, voilà, mais PNA odonate, c'est la version 2010-2015. PNA libellule, on est sur la version 2020-2030. Bon, au final, on fait la même chose, mais c'est pour ça aide à se distinguer dans le temps. Donc, le premier PNA, on était sur 18 espèces. Et ces espèces-là, l'objectif était d'améliorer toutes celles qui avaient des déficits de connaissances. Donc, vraiment, un PNA qui portait sur améliorer le plus possible les connaissances, ce qui a très bien fonctionné. Le bilan est disponible dans le plan national sur le site Internet. Donc ça, c'est mon doc de travail, mais je pense que vous connaissez ce document. Donc là, vous avez le bilan des actions et des résultats ce que le premier PNA a permis de faire. Et puis sur le second PNA, on est à 33 espèces sur les 97 officiellement présentes en France. Et ces espèces ont été sélectionnées de façon à ce que en fonction de leur statut, donc on va jusqu'à NT, quasi menacée, vous voyez le rectangle rouge, et à ceci s'ajoutent les espèces protégées au niveau national. Donc là, on a 10 espèces sur les 33, plus évidemment les espèces de la directive qui sont souvent certaines protégées. Donc directive Habitat, annexe 2 et 4. Et pour ce qui est de la carte que vous avez sur la gauche de l'écran, là, on voit une carte sans vue d'ailleurs, de la richesse spécifique européenne. Et donc, on voit bien que la France, et notamment le Sud, a une forte responsabilité en termes de richesse spécifique sur l'ensemble de l'Europe au niveau de ces espèces. Donc, le PNA vient apporter ce coup de pouce aux espèces. Ce n'est pas un document réglementaire, bien sûr, mais c'est une aide à la mise en place de diverses actions. Et sur le PNA libellule, on est plutôt concentré sur des actions de conservation et de gestion. Dans les fiches, les 12 fiches, il y en a une particulière qui rentre totalement en lien avec le SOGAP, c'est la fiche action numéro 5, mettre en place des dispositifs de suivi et d'inventaire des libellules prioritaires et de leur habitat.
Et donc, cette fiche a permis, au niveau du développement du SOGAP, qui est un programme recherche et développement, d'avoir une forme de poids, en fait, dans l'animation de tout ça, de ce projet. Et donc, ce programme multirégional a été piloté par l'OPI, en partenariat, du coup, avec Codadis, et il est financé par l'OFB, donc jusqu'à la fin de l'année, dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt. Et le SOGAP a été intégré dans la stratégie de la surveillance nationale terrestre. Donc, il est maintenant, entre guillemets, reconnu au niveau national comme étant un protocole utilisé, validé. Je laisserai bien sûr Renaud développer. Et donc, le but principal, c'est d'améliorer la surveillance des tendances de population en COD au grand cours d'eau, donc les 5 espèces que Renaud vous a citées. Et je te rends la parole, mon cher. Ça marche. Et du coup, comme Valériane le disait, donc on est vraiment sur ces 5 espèces-là. Et donc maintenant, voilà, on a un protocole reconnu au niveau national qui est même demandé, j'ai envie de dire, au niveau national, c'est-à-dire que la stratégie là dont tu parles, en fait, place vraiment des protocoles qui doivent être mis en place justement sur la période jusqu'à 2030. Et donc, on est dedans, exactement comme d'autres programmes plus connus, peut-être par exemple comme les programmes Stock sur les oiseaux ou les programmes Pop Reptiles sur les reptiles, Pop Amphibiens. Voilà. Donc en fait, c'est un peu le même genre de système. Et donc voilà, donc en fait, la fin de la période, un peu comme tu l'as dit, le projet recherche et développement. Donc l'objectif, c'était de voir en fait comment on pouvait adapter un protocole de suivi qui existait déjà sur 2 espèces sur la Loire depuis presque une dizaine d'années, et de voir comment on pouvait intégrer d'autres espèces qui sont du coup plutôt présentes d'ailleurs dans le sud de la France, donc plutôt par chez vous, le gonfle de Gralin, l'Oxygastra et Macromia, à ce protocole-là. Et donc voilà, donc là on avait comme ça 3 années devant nous pour un peu adapter ce protocole, voir à quel point il pouvait fonctionner. Et à partir de l'année prochaine, on sera vraiment dans une phase, on va dire, de routine, quoi. Voilà. Le protocole, il se base en fait sur, donc on l'a dit, hein, c'est des libellules qui sont présentes sur les rivières. Donc vous voyez la carte, voilà, on est principalement sur les rivières et sur les fleuves. Et on va avoir comme ça au niveau de toute la France en fait un maillage avec des mailles de 250 mètres. Et en fait, sur ces différentes rivières, en fonction des personnes qui sont en capacité de se mobiliser, on va tirer au sort comme ça chaque année un nombre de mailles. Et on va aller collecter les exuvies à 3 reprises dans la saison, entre mai et août, sur ces mailles. On va suivre une berge comme ça, et on va collecter 3 fois dans la saison toutes les exuvies de ces espèces d'anisoptères qu'on peut trouver sur une bande d'1 mètre, en fait, le long de la berge. Tu peux passer. Voilà. Et donc, en fait, après, la petite particularité quand même, c'est que quand on va collecter ces exuvies le long de ce transect, en fait, on va à chaque fois noter des variables assez simples, des variables biotiques et abiotiques vraiment, vraiment assez simples. Le but, c'est pas de se compliquer la vie en faisant de la phytosocio, on reste à quelque chose qui est un peu large échelle. Et donc, on va quand même renseigner, en fait, la morphologie des berges. Donc, typiquement, en fait, c'est la pente de la berge. Est-ce qu'on est plutôt sur des berges très, très plates ou est-ce qu'on va être sur des berges verticales? Donc, à chaque fois, on a 4 catégories comme ça de pentes. On va avoir 4 catégories aussi d'habitat rivulaire, depuis des berges nues avec aucune végétation jusqu'à plutôt des ripisylves. Idem pour la vitesse du courant, depuis un courant, est-ce qu'on est plutôt sur une zone où il n'y a pas du tout de courant, ou est-ce qu'on est dans une zone à courant fort avec plus d'1 mètre par seconde? Donc là aussi, on a 4 catégories de courant, et 5 textures de sédiments, depuis des vases limon fin jusqu'à des blocs rocheux, des falaises. Voilà. Donc on est sur quelque chose, normalement, tout le monde peut s'accaparer ces variables-là. Ensuite, évidemment, en fait, à partir du moment où on veut faire un suivi à l'échelle nationale, ce qui est important, c'est aussi de faire voilà, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. C'est qu'on peut pas être tout seul partout. Donc, c'est important d'être en capacité de mobiliser vraiment tout un réseau dans les régions. Et ça, pour ça, le PNA nous aide vachement. Parce que déjà, on a des animateurs PRA dans chaque région, et aussi tout un réseau déjà qui fonctionne autour de cet outil-là. Donc, ça nous permet de réseauter pas mal et de faire connaître le projet.
Donc, si vous êtes intéressé d'ailleurs à la suite de la com et que vous n'êtes pas encore dans le listing, eh ben, vous envoyez un petit mail à Valériane avec vos contacts et comme ça, vous serez après abreuvé d'informations sur le SOGAP et pas que. Aujourd'hui, voilà, il y a quand même plus d'une centaine de personnes déjà qui suivent le projet en France. Et depuis 2022, il y a à peu près un peu plus de 60 personnes qui ont appliqué le protocole avec aussi une participation, ça peut être assez intéressant, en mode sciences participatives. Donc aujourd'hui, c'est uniquement sur la Loire, avec la Fédération des Maisons de Loire, mais voilà, c'est aussi un protocole qu'on peut faire avec des enfants, avec du grand public. Donc quelque chose, voilà, c'est assez accessible. Si on arrive un peu sur les résultats, donc sur la période de 22-23, on n'a pas encore les remontées de données 24, même si ça arrive tout doucement. On a quand même été capable de suivre presque 150 mailles, du coup, sur 9 régions. Et cette année, donc ça c'est sur juste 22-23, mais en 24, ça a continué globalement de manière assez efficace, et en plus, c'est venu se rajouter une cinquantaine de mailles sur le Rhône. Voilà, donc on avait presque 18 000 exuvis collectés. Là, on a très clairement dépassé les 20 000 ou les 25 000 avec les données de cette année. Euh, on voit qu'on a été capable donc de collecter un grand nombre d'exuvis. Majoritairement, c'est des espèces, on va dire, assez communes. Donc nous, je vous l'ai dit, notre protocole, il est spécifiquement orienté vers des espèces de la directive Habitat, donc plutôt souvent assez rares. Si vous avez le petit graphique là, vous voyez que globalement, un cinquième à peu près des exuvis collectés concerne quand même l'une ou l'autre de ces 5 espèces. Et après, si vous allez dans le détail, on voit que on a principalement réussi à récolter des exuvis d'Oxygastra curtisi, donc la cordulée à corps fin. Mais on a quand même réussi à collecter des exuvis de l'ensemble des 5 espèces qui nous intéressent. Et évidemment, ça, c'est assez biaisé par, le caractère plus ou moins commun ou plus ou moins rare des espèces. Voilà, par exemple, Oxygastra curtisi, on sait qu'elle est quand même beaucoup plus commune et largement répandue que la Macromie splendide. C'est aussi lié évidemment aux endroits où est déployé le protocole. Donc voilà. Et si on intègre à ça, par contre, l'ensemble de l'historique des données qui étaient déjà récoltées sur la Loire, avec un protocole similaire, on arrive à plus de 65 000 exuvis sur un pas de temps de à peu près une dizaine d'années, quoi. Et le gros intérêt donc là de ces jeux de données un peu à long terme, oups, je suis en train de faire tomber ma souris. Le gros intérêt de ces jeux de données à long terme, c'est après de pouvoir en fait se servir de ces données pour aller quand même étudier pas mal de trucs. Là, donc je vous montre un peu les possibilités sur le jeu de données de la Loire, puisqu'on a 9 ans de données. Sur le SOGAP, j'ai envie de dire à large échelle, on ne peut pas encore faire ça parce qu'on a aujourd'hui 2 années de données seulement. Donc évidemment, on ne va pas faire des tendances de population sur 2 années. Mais voilà, c'est pour vous montrer qu'on est capable de modéliser de manière vraiment fine, par exemple, les densités. Les densités des espèces le long d'un grand cours d'eau, par exemple, le long d'une rivière. Donc là, on dépasse clairement juste la carte de simple présence-absence pour être capable de voir où sont les cœurs de population, et éventuellement voir si ces cœurs de population ils évoluent soit géographiquement, est-ce qu'ils se déplacent, ou s'ils évoluent en termes de dynamique de population, est-ce qu'on a un cœur de population qui se porte bien, l'autre qui s'effondre. Donc voilà, donc ça c'est vraiment des choses qu'on est capable de mettre en avant avec les données. Et puis, on est aussi capable, à partir de ça, de définir des tendances de population. Donc là, c'est pas très optimiste ce que je vous montre, mais c'est les tendances de population du coup des espèces sur la Loire. Et on a donc les 2 espèces de la directive, le gonfle serpentin et le gonfle à pattes jaunes, là les 2 à gauche, qui voient actuellement leur population en fait s'effondrer depuis 10 ans sur la Loire, pour friser l'extinction d'ailleurs. Voilà, donc on a moins 93% pour le gonfle serpentin et moins 95% pour le gonfle à pattes jaunes. Donc c'est vraiment dramatique. Et ça, c'est des choses qu'on s'en rend pas forcément compte si on fait juste des cartes de présence-absence, quoi. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir ces données-là. On voit en revanche, par exemple, là, je vous ai mis une espèce plus commune, Onychogonfus forcipatus, le gonfle accroché. Lui, on voit que par contre, les populations se maintiennent sur la même période, quoi. Donc l'objectif, c'est de pouvoir faire ça en fait sur l'ensemble des grands bassins versants français pour l'ensemble des 5 espèces suivies.
Et derrière, alors là, c'est un peu, bon, c'est joli, mais c'est pas forcément facile à comprendre. Euh, c'est pour vous montrer qu'on peut aussi, à partir de ces données-là, travailler à mieux comprendre l'écologie de nos bestioles et pourquoi on observe ces tendances. Euh, Ça, c'est une analyse qui a été faite par une étudiante en master cet été. C'est ce qu'on appelle des analyses de sliding window, donc de fenêtres glissantes. Et en fait, on va chercher à corréler une variable. Là, c'est les variations de hauteur d'eau dans la Loire aux densités de libellules qu'on récolte par la suite, quoi. Et donc ça, on peut le regarder sur les 3 années de vie de la larve en remontant dans le temps. Et donc, on va essayer de regarder est-ce que c'est les niveaux d'eau la première année de vie de la larve qui vont impacter ce qu'on trouve 3 ans plus tard, ou est-ce qu'au contraire, c'est les niveaux d'eau juste à la période d'émergence qui vont impacter le nombre d'exuvies qu'on trouve. Et ça nous permet de mettre en relation comme ça des variables environnementales et nos dynamiques de population. Et là, si vous voyez les patrons de couleurs, grosso modo, plus c'est rouge, plus c'est des périodes où l'impact des variations d'eau vont être importantes, et plus c'est bleu, plus c'est des périodes où globalement il n'y a pas de lien entre les dynamiques de population et les variations d'eau. Et ce qu'on a découvert, c'est typiquement là que par exemple, déjà l'image entre guillemets, si je fais simple, du gonfle serpentin et du gonfle à pattes jaunes, elles sont très très proches et elles sont très différentes de celles de Nicogonfus sorcipatus, qui est beaucoup plus dans les tons bleus. Et donc, déjà, ça nous dit, OK, le gonfle à forceps, là, il est moins impacté par les variations de niveau d'eau de la Loire que nos 2 autres espèces. Donc voilà, déjà, visiblement, il est moins sensible à ça. Nos 2 espèces de la directive, elles sont, elles, très sensibles. On a une dominante orange aux variations de niveau d'eau. Et si on regarde après plus dans le détail, je pourrais y revenir, mais voilà, si vous voulez, comment ça fonctionne. Mais si on regarde plus dans le détail, les périodes, les zones, les spots les plus oranges, on va se rendre compte que en fait, c'est dans les premières années de vie de la larve, la première année de vie de la larve, que les hauteurs d'eau vont avoir un impact sur ce qu'on trouve comme exuvie 3 ans ou 2 ans plus tard. Ça dépend, quoi. Et si on regarde aussi, pareil, là vous avez des mois, parce qu'en fait, ça permet aussi de voir à quelle période de l'année ça se passe. On se rend compte que c'est plutôt, en fait, autour des périodes estivales de fin d'été, août, septembre, octobre, que ça semble le plus important. Et si tu mets la diapo juste après, Valériane, en fait, quand on regarde c'est à peu près partout pareil, hein, mais quand on regarde les variations de niveau d'eau de la Loire ou des rivières globalement en France, souvent, en fait, août, septembre, octobre, c'est les périodes d'étiage. C'est là où on va avoir le moins d'eau. Et donc, en fait, c'est là où potentiellement, si on diminue encore le niveau d'eau, on va avoir des problèmes dans la survie de nos larves. J'ai envie de dire, dans les premiers stades de leur vie, quoi. On est vraiment sur des larves, des œufs qui ont été pondus quelques semaines ou quelques mois avant, quoi. Et quand on a regardé du coup ces niveaux d'eau sur la Loire, c'est le graphique de droite, vous vous rendez compte qu'en fait depuis une dizaine d'années, depuis 2010, 2009-2010, on a vraiment des niveaux d'étiage qui sont de plus en plus bas sur la Loire. Et donc ça, voilà, on se dit potentiellement le lien avec ce qu'on observe sur les dynamiques de population, il est là, quoi. Et ça, sans ces données statistiques, on ne serait pas capable de le savoir parce qu'en fait, on est incapable d'aller trouver nos jeunes larves qui sont des des micro-larves quand elles viennent d'éclore dans la Loire, quoi. Donc voilà, derrière ces données, on peut suivre les populations, mais on peut aussi un peu commencer à comprendre où sont les problèmes. Alors évidemment, après, rajouter de l'eau dans la Loire, c'est pas le plus simple. Une fois qu'on a compris le problème, voilà. C'est pas pour ça qu'on peut le régler. Mais bon, voilà. T'en parles, ça, Valériane? Oui, volontiers. Ouais. Donc, pour 2025, on a le projet, on va commencer à très très bientôt, de créer une plateforme sur le site du PNA que je vous encourage à aller consulter puisque ça reste une base de ressources bibliographiques notamment, et puis vous avez toutes les infos sur les différentes fiches actions du PNA, les différentes espèces. Voilà, vous retrouverez beaucoup d'outils différents qui peuvent vous apporter des billes pour vos animations ou gestion de territoire. Donc la plateforme, l'idée c'est une plateforme de stockage, non pas une base de données, c'est légèrement différent, qui nous permettrait de récolter chaque année les tableaux qui ont été remplis au cours de l'année par les participants et les participantes. Donc c'est un tableau Excel préformaté entre guillemets où vous avez juste à rentrer les données récoltées. Et ensuite, l'idée de la plateforme, c'est d'avoir un module qui vous permet de venir déposer ce fichier Excel
Alors bien sûr, il y aura tout un tas de choses à avoir avant, mais avoir un compte client, j'ai envie de dire, entre guillemets, pour que ça soit pas non plus le Far West. Et du coup, avec cette importation de données, vous aurez aussi la possibilité d'exporter certaines données, pas uniquement les vôtres. On va voir comment on met en place tout ça. Évidemment, ces données auront des numéros d'identification uniques parce que l'idée, c'est de tout retransmettre au SINP et différents petits modules sexy qui permettront l'automatisation du tirage de mailles parce que Renault, malheureusement, il n'est pas dédié qu'au SOGAP. J'aimerais bien, mais c'est pas possible. Et pour 2025, par exemple, sur PACA, l'Adréal souhaite mettre de l'argent sur tous les sites Natura 2000 dont les espèces DHFF sont dans le FSD, et donc faire une espèce de protocole géant SOGAP sur l'ensemble du département de PACA. Donc ça fait plus de 200 mailles. Vous imaginez bien que là, Renault, physiquement, c'est juste impossible de faire ce tirage. Donc, d'où la nécessité de cette plateforme qui fera le boulot pour nous, en fait, où en tant que client, je vais garder ce terme, vous pouvez sélectionner un tronçon de rivière et demander à la plateforme de générer automatiquement vos mailles. Et ensuite, on pense à vous dans la valorisation, puisque tout ce travail déjà les fiches terrain à remettre sur le tableur Excel de façon à être le plus rigoureux possible, ça demande quand même du temps. Et donc, en échange, on vous proposera une valorisation automatique des données, donc de générer certaines des cartes que Renaud vous a présentées. Donc, plus on aura de données, plus les cartes seront précises et générales sur le territoire, et des petits rapports automatisés. Alors, bien sûr, on ne parlera pas de trucs super chiadés, mais ça vous donnera déjà une base de travail pour justifier auprès de vos financeurs, par exemple, que, en effet, vous avez récolté des données et vous êtes en mesure de les préanalyser grâce à ces petits automatisés. Et ensuite, on a proposé cette présentation à ECHO, donc je ne sais plus ce que ça veut dire. C'est le congrès européen des odonates. Donc cet été, on était à Séville pour présenter avec Renault. Et l'idée, c'est pourquoi pas, de déployer ce protocole en dehors des limites administratives de la France. Et donc ECHO était le bon endroit pour trouver un écho à tout ça, étant donné que on avait plusieurs odonatologues européens, donc et que ces espèces se trouvent aussi sur d'autres territoires européens. Donc pourquoi pas après déployer le protocole en dehors de la France et de faire en sorte que ces espèces puissent avoir un recul sur leur dynamique de population au niveau européen. Donc, à voir comment ça se met en œuvre prochainement. Mais en tout cas, la première chose importante, c'est que le Dragonfly Conservation Europe a été créé du coup à l'occasion de cette session ECHO 2024. Donc, on va pouvoir renforcer le réseau européen d'odonatologues et partager différentes stratégies, que ce soit en termes de protocole, de gestion. Donc, ça centralisera tout ça, et c'est un peu sur le modèle de ce qui est fait sur les papillons avec le BMS et le Butterfly Conservation. Bon, là, vous ai mis quelques ressources biblio indispensables. Bon, je pense que la majorité d'entre vous connaissent. Vous pouvez télécharger le plan sur le site, ainsi que le document de gestion conservatoire. Donc le site, vous avez aussi l'Atlas dynamique des odonates de France qui, lui, est administré par le groupe Odonates. Donc ce sont les bénévoles, des bénévoles qui administrent tout ça. Et donc là, vous retrouvez l'ensemble des fiches espèces de toutes les espèces de France, pas uniquement les 33 du PNA. Et vous avez des cartes de répartition qui sont, on essaye de les mettre le plus à jour possible avec les différentes données qui sont récoltées. Donc voilà, vous avez des cartes assez intéressantes, n'hésitez pas à les consulter au besoin. Et puis je vous récapitule les contacts, notamment pour le PRA Occitanie. Donc l'animation est faite par Baptiste Charles au Seine-Occitanie et par Bastien Louboutin à l'OPI. Donc chacun s'étant réparti les deux ex-régions, Baptiste plutôt sur Midi-Pyrénées et puis Bastien plutôt sur Languedoc-Roussillon. Voilà. Donc si vous avez des questions spécifiques au SOGAP, c'est Renaud et moi qu'il faut s'adresser.
mais c'est quand même bien d'informer vos animateurs locaux de vos ambitions et de vos projets. Merci. Merci Merci. Valériane et Renaud. On a un petit temps pour les questions déjà, si avant de vous contacter par mail et par téléphone, on peut se donner un petit quart d'heure pour répondre aux questions des gestionnaires, s'il y en a. Moi, Et j'ai Bertrand Coguillon du PNR de l'Aubrac. oui, J'ai une question. Si on met en place, on participe au protocole, on le met en place sur quelques mailles voilà, sur le secteur du territoire, et il n'y a pas de continuité à l'échelle du bassin ou à l'échelle du cours d'eau, en amont ou en aval. Euh, Si on applique ce protocole de manière relativement localisée, du coup, et un peu isolée, est-ce que ça a un intérêt? Ouais, je vais répondre. Alors, je vais répondre oui, évidemment. Sinon, mais oui, il y a un intérêt. Après, c'est vrai que c'est toujours, on peut aller, on aura plus d'informations. Plus le protocole est déployé de manière large, plus on va avoir d'informations. C'est vrai que les cartes que je vous ai présentées tout à l'heure de densité sur la Loire ou autre, elles sont possibles que parce qu'on a un effort d'échantillonnage sur l'ensemble d'un linéaire sur plusieurs centaines de kilomètres. Donc ça, c'est vrai que c'est des choses. Si on avait juste deux, trois infos ponctuelles, on serait incapable de pouvoir faire ces cartes de densité parce qu'on ne saurait pas si est-ce que c'est juste bien là parce que c'est bien là ou est-ce qu'il y a vraiment un côté répartition. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas avoir la même quantité d'informations et les mêmes analyses qui seront menées. Après, à partir du moment où il y a un suivi, j'ai envie de dire, suffisamment sur plusieurs années, et avec aussi un nombre de mailles, je pense effectivement, si on suit une maille tous les 5 ans sur un site, bon, ça va effectivement pas apporter énormément d'informations autres que de la répartition ou une idée quand même de la densité des espèces cette année-là, à cet endroit-là. Donc c'est vrai que je pense qu'il faut un petit pool quand même de suivi minimum qu'on va définir hein, d'ailleurs, je pense, d'ici la fin de l'année. Comme on le disait au départ, là, on est encore dans une logique très enfin, c'est la fin du programme R&D, recherche et développement. Donc, toute cette mise en place-là, elle va se stabiliser pour le début d'année prochaine. Donc, il faudra voir. Je pense qu'en fait, moi, comment je vois la chose, c'est qu'il va falloir avoir d'un côté euh, des pools de données dans certaines régions, dans certains territoires, dans certaines rivières, où on a vraiment des suivis les plus longitudinaux possibles. Et après, ça va nous permettre de définir bah, voilà, des tendances, des grosses différences entre régions, entre bassins versants ou autres. Et après, par contre, chaque information sur des micro-zones, des plus petites zones ou autres, va venir enrichir cette information-là, quoi. Donc en fait, c'est quand on a les deux ensemble, ça va être bien, quoi. Il faudrait pas qu'on ait juste les petites infos sur un petit secteur avec deux mailles suivies. Par exemple, si on a ça tout seul, on va peut-être pas être capable de faire des analyses de dingue derrière. Mais si on peut le rattacher à d'autres suivis, à ce moment-là, ça vient donner tout son intérêt. Je ne sais pas si ma réponse est claire. Si, du coup, c'est bon? merci. Oui, oui. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être, Valériane, tu peux départager l'écran. Je sais qu'on t'a demandé de mettre la dernière diapo. Je vais envoyer, je l'ai mis dans le chat, hein, l'ensemble des présentations à tous les participants et ça permet de se voir un peu mieux quand il n'y a pas une diapo. Ouais, super. Et comme ça, je vois les mains qui se lèvent. Bertrand, tu as relevé la main ou non? Oui, Oui, excusez-moi, hein, pas de c'est pas pour souci. mobiliser la parole, mais j'ai peut-être pas bien suivi au début de la présentation. Euh, j'ai du mal à évaluer qu'est-ce que ça représente en temps ingent ou tout ça pour enfin, si on fait une maille par exemple, il faut repasser plusieurs fois dans la saison. J'ai pas bien suivi le protocole Ouais, plus, je suis passé plus très vite terrain. je suis passé très vite dessus, faut dire. Effectivement, il faut passer 3 fois dans la saison. Et alors après,
le temps que ça demande peut être assez variable en fonction évidemment de l'accessibilité de la maille. S'il faut faire 2 heures de marche pour aller sur la maille, ça prend plus de temps que si on peut se garer juste à côté. Il y a une petite variable aussi en fonction de est-ce que c'est des rivières que vous pouvez prospecter à pied, les pieds dans l'eau, ou est-ce que non, c'est des falaises et il y a 3 mètres d'eau et il faut absolument prospecter en canoë. Donc ça, voilà, c'est des choses qui vont venir impacter un peu le temps de suivi. Mais globalement, il faut compter on peut faire à peu près 3 mailles dans la journée. Et on va y passer 3 fois dans la saison. Donc si vous rapportez ça, globalement, ça veut dire que une maille, ça prend une journée. Voilà, c'est-à-dire on fait 3 mailles par jour, on passe 3 fois. Donc 3 jours, 3 mailles. Donc une maille, un jour. Si vous devez budgéter ça, quoi. Voilà. Ah, ça, c'est juste le temps terrain. Après, il y a un temps d'analyse des exuvies récoltés, de remonter des données, etc. Là, je parle juste du temps terrain. Et pareil, le temps analyse des données, lui, est aussi très variable. Si vous récoltez 10 exuvies ou si vous en récoltez 500, bon, bah voilà, c'est pas pareil. Stéphanie? Pareil, je poursuis la question de Bertrand par rapport au protocole. Vous parlez de mailles, c'est des mailles de combien? C'est des mailles de 250 mètres. D'accord, ok. Donc, il n'y a pas forcément 250 mètres de berge. Après, ça dépend parce que. Voilà. Mais on essaye d'avoir plus de 100 mètres de berge dans la maille. Voilà. D'accord, merci. Une dernière petite question peut-être? Non, pour le reste, c'était très clair ou vous reprendrez contact entre vous directement? Comme je disais, j'envoie les présentations et l'ensemble des coordonnées de tous les participants et des intervenants du coup pour une reprise de contact ensuite. Et j'en profite. Ah, vas-y. Pardon. Rapidement sur la question financière, sur les sites Natura 2000, du coup, vous pouvez vous rapprocher de Vaudréal. Mais dans le cadre des fonds verts, il y a possibilité de faire des dossiers. Alors, il faut faire attention à mes propos là, il faut les moduler un petit peu parce que le fonds vert s'oriente plus vers des actions concrètes de gestion. Mais en boutiquant bien votre dossier, c'est possible qu'il y ait une partie amélioration des connaissances qui vous permet après de faire la gestion. Donc, il faut voir comment l'organiser, mais il y a des fonds verts qui existent et que il ne faut pas hésiter à mobiliser, même si des fois on ne voit pas trop le lien, etc. Et que je sais que sur Natura 2000, c'est compliqué, les doubles financements et tout ça. Mais bon, voilà, vous le savez. Et si vous avez besoin d'une lettre de soutien pour soutenir votre projet, n'hésitez pas, je suis là pour vous accompagner. Et pareil, ouais, n'hésitez pas à aller vers Vaudréal, puisque comme tu l'as dit au départ, en fait, voilà, c'est quand même des protocoles qui ont été retenus dans la stratégie nationale, blablabla. Et du coup, c'est des protocoles que l'État normalement dont il doit assurer la mise en œuvre. Donc normalement, il y a des crédits potentiellement dédiés, quoi. Voilà. Anne? Ouais. Peut-être Oui, sur le je sujet, voulais, Anne. ouais, tout à fait. Ah, Je voulais ouais. rebondir sur ce qu'a dit Valérie Anne, effectivement, parce qu'il y a pas mal d'animateurs Natura 2000 autour de l'écran. Donc, du coup, oui, je profite pour dire, effectivement, enfin, si vous avez des actions à financer, pensez fonds vert. Et il y a un transfert de compétences État-région. Donc maintenant, c'est les régions qui s'occupent de Natura 2000 sur les sites exclusivement terrestres. Donc du coup, effectivement, après, on peut discuter sur les suivis et l'amélioration des connaissances à faire sur les odonates sur vos sites. Mais voilà, il faut penser financement fonds vert et ensuite, on discutera au niveau financement région sur ce qui peut être mis en place tous ensemble. Voilà. Et du coup, je prends dernière 30 secondes pour faire un micro-com. Valériane, tu précises aussi si besoin. Mais n'hésitez pas à vous rendre aussi prochainement, enfin, courant de l'année prochaine ou tout ça sur le site web du PNA. Parce que j'ai entendu quand on a fait le tour de table, il y avait beaucoup de personnes aussi qui travaillaient sur des zones Natura 2000, sur des réserves, sur des sites qui n'étaient pas en rivière. J'ai entendu pas mal de noms d'espèces aussi, voilà, avec des tourbières, des plans d'eau et autres. Là, on est plutôt du coup sur les protocoles que vous connaissez peut-être, Steli, etc. C'est des choses qui sont en train d'être réfléchies au niveau national pour être un peu modifiées, voire simplifiées, et regroupées autour d'un Vigilib,
ou quelque chose comme ça, ou dans lequel il y aura le SOGAP, dans lequel il y aura un peu un STELI nouvelle génération, dans lequel il y aura un programme aussi SIMAE de suivi des libellules plutôt d'altitude. Donc en tout cas, voilà, c'est des choses qui vont évoluer avec potentiellement un STELI voilà, un peu plus simple. Donc gardez vos oreilles ouvertes là-dessus, quoi. Et pour ça, n'hésitez pas à vous abonner à la lettre d'info du PNA. Merci Renaud. Merci à tous les deux. Du coup, on Merci va tout le monde. passer la parole à Louise du Parc naturel régional des Corbières-Fenouillèdes. Je te laisse essayer de partager ta présentation. Du coup, c'est une petite flèche verte en bas. J'essaye. Et ça a l'air de très bien fonctionner. Alors, c'est pas. Ben voilà. Parfait. Par contre, on en est au résultat déjà. Ouais. Attends. Hop. Nickel. C'est bon? Vous avez sur la page d'accueil? Parfait, on t'entend bien. Je te laisse te présenter avant de commencer et c'est parti. Du coup, Louise Boniface, je suis chargée de mission Natura 2000 au Parc naturel régional Corbières-Fenouillèdes. Je suis arrivée en mai et du coup, j'ai pris en cours de route ce suivi. Et donc, je vais vous le présenter un petit peu aujourd'hui. J'ai ma collègue qui est arrivée en cours de réunion à côté. Oui, bonjour à tous. Je pense qu'on se connaît déjà avec certains. Je suis Marie Fourissier. Je suis chargée de mission patrimoine naturel pour le parc. Voilà. Alors, du coup, pour parler un petit peu du programme SOGAP que j'ai mis en place sur le parc naturel Corbières-Fenouillèdes. Donc, je vais d'abord vous présenter la zone d'étude, puis comment j'ai appliqué le protocole et les résultats que j'ai obtenus. Alors, le parc naturel Corbières-Fenouillèdes a 6 zones Natura 2000, 2 habitats et 4 oiseaux. Donc, c'était sur une zone habitat qui s'appelle la vallée de l'Orbieu, qui fait 17 765 hectares, et du coup, qui suit la rivière de l'Orbieu. Donc, Renaud m'a tiré au sort une maille. J'avais le choix entre 3 mailles ou prendre plusieurs mailles ou une seule maille. Je me suis dit que c'était la première année que je le faisais. J'avais jamais réalisé cet inventaire dans mes expériences passées, ni d'identification d'exuvie. Donc, j'ai décidé de partir sur une seule maille cette année, donc qui se situe à Saint-Pierre-des-Champs. J'ai récolté les exuvies sur un peu plus de 100 mètres de berge. Et là, pour le coup, ça m'a pas pris énormément de temps parce que j'ai pu le faire à pied. Et j'avais la voiture qui était garée juste au début de la berge, en fait. Donc, niveau temps consacré, ça allait. Pour ce qui est du protocole terrain, donc comme Renaud et Valériane ont dit tout à l'heure, j'ai fait 3 relevés, donc entre juin et juillet. Sur les 3 relevés, du coup, je les ai fait sur la même berge, sur le même côté de berge. J'ai choisi un seul côté de berge et sur un peu plus de 100 mètres. J'ai rencontré la diversité des milieux, c'était pas trop diversifié. En fait, j'avais un milieu qui était plutôt ripisylve, donc sur les berges, et avec quelques endroits plus de végétation hélophyte, donc avec de la menthe aquatique. Le courant était assez faible, donc c'est une des données qu'il faut rentrer dans la fiche terrain. Le sédiment, c'était du limon et du grossier et des galets. Donc, il faut également rentrer dans la fiche de terrain. Et ensuite, comme on en parlait tout à l'heure, la pente des berges, si c'est incliné ou pas beaucoup de pente. Dans mon cas, il n'y avait pas énormément de pente, donc voilà. J'ai réalisé le premier relevé toute seule et après j'avais une stagiaire qui m'a un peu aidée, donc qui a peut-être un peu biaisé les résultats parce que j'ai récolté plus d'exuvie sur le 2e et 3e relevé. Hop. J'ai fait attention aussi à la météo parce que dans le protocole on nous dit bien de pas aller sur le terrain
un jour après qu'il y ait eu un orage ou des choses comme ça pour pas que les exuvis aient été mis dans l'eau ou voilà. Et en ce qui concerne les résultats, donc j'ai eu 3 espèces du PNA, donc la cordulia corfin, le gonf de Grasselin et la cordulie splendide. Donc franchement, je ne m'attendais pas à autant de résultats et à autant d'exuvis. Donc, comme on a vu sur les résultats des années précédentes, la Cordulia corfin, c'est celle avec laquelle j'ai eu le plus d'exuvis. Et après, la Cordulie splendide, ça a été seulement 2 exuvis et qui a été ramassée dans l'eau, sans la larve à l'intérieur. Donc, c'était bien une exuvie, mais dans l'eau. Donc, on ne sait pas, il y a certaines données en fait qui vont être biaisées parce qu'on ne sait pas si elle vient de la rivière avant ou si vraiment c'était sur le site même de la maille. Donc, sur ce point-là, on a un peu de doute, quoi, si c'est bien l'espèce était bien dans la maille ou non. Voilà. C'est à peu près tout. Après, j'ai récolté d'autres espèces, bien sûr, mais qui ne sont pas dans le PNA. Et en ce qui concerne le temps consacré sur l'identification des exuvis, donc comme je l'ai dit au début, j'avais jamais fait cela auparavant. Donc j'ai pris le livre de cahier d'identification des libellules de France et de Belgique, où il y a en fait une carte d'identification avec des étapes assez détaillées et pour les débutants vraiment pas mal. Donc j'ai un peu galéré, j'avoue, sur la première session d'identification. Mais après, au final, quand vous prenez le truc, ça va tout seul. Donc c'est aussi pour ça que je trouve que ce protocole est bien, parce que moi qui n'avais pas forcément de connaissances sur les imagos, et bien, au final, je trouve qu'on apprend assez vite à identifier les exuvis et que ça a été un protocole au final assez simple à mettre en place et qui, moi, pour le coup, m'a pas pris énormément de temps parce que la maille était accessible, etc. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions, je pourrai y répondre. J'essayerai d'y répondre en tout cas. Eh ben, merci beaucoup, Louise. Tu nous as fait une présentation express. On a plein de temps pour les questions. C'est super, parce que c'est très intéressant, le temps d'échange. Du coup, Sonia? Oui, du coup, je voulais savoir par rapport à ce qu'elle disait, à ce que tu disais sur le temps consacré, sur la détermination. Du coup, tu as une idée un peu du temps que ça a représenté en nombre d'heures ou de jours, juste cette partie-là? Du coup, ouais, comme je disais, la première journée, vraiment, j'ai galéré un petit peu comme c'était la première fois, donc j'ai pris une après-midi. Et après, ça allait un peu plus vite. Je prenais 2 heures, grand max, quoi. Et du coup, il y avait combien d'exuvies en tout? En tout, il y en avait le premier terrain, du coup, j'en ai récolté un peu moins. Il y en avait une vingtaine. Et après, une trentaine sur chaque. Comme j'avais ma stagiaire, on en a ramassé un peu plus. Après, quand on revient au bureau, on se rend compte qu'il y a certaines exuvies qui sont abîmées, qui sont pas forcément identifiables. Donc, ça fait du tri aussi, du coup, parce que on peut pas tout identifier, quoi. Merci. Je sais pas Avec s'il le y a des micro, c'est mieux. Louise, tu peux peut-être juste départager ton écran pour qu'on se voit un petit peu mieux. Ouais. Hop là, je crois que Je c'est vois bon. les mains qui se lèvent. Voilà, du coup, super. Valériane, du coup? Oui, sur l'aspect exuvie, dans le cadre de l'animation du SOCAP, on a créé une espèce de formation de base qui reprend comment on récolte les exuvies dans le cadre du SOGAP, etc. Donc, vous l'avez sur le site du PNA. Je vais vous mettre le lien dans le chat. N'hésitez pas à télécharger cette présentation. Elle est modifiable. Donc, si vous souhaitez faire intervenir dans le cadre de sciences participatives des personnes, vous pouvez mettre les logos de vos structures ou de vos financeurs.
de façon à présenter le protocole et puis comment on récolte une exuvie et quelques bases d'identification. Alors bien sûr, ce n'est pas une clé de détermination en bonne et due forme, hein, mais ça met le pied dedans et ça permet aussi de dédramatiser l'aspect d'identification exuvie et associé à une planche. Vous connaissez peut-être le travail de Guillaume Doucet, qui avait fait des planches d'exuvie, des anisos et de certains zygots sur les différentes ex-régions. Donc des planches avec des exuvies en taille réelle, en A3. Et donc, avec son autorisation, on a retravaillé cette planche pour uniquement présenter les critères des exuvies du SOGAP. Donc, voilà, je vais vous mettre les liens dans le chat. N'hésitez pas à vous procurer ces docs pour vous aider si vous en avez besoin. Merci. Stéphanie? Oui, merci. C'est juste pour m'assurer de bien comprendre parce que je suis pas vraiment très sûre d'avoir compris. L'idée du SOGAP, c'est il est réalisable par tout le monde, c'est-à-dire qu'on peut, comme un stock, on est plus habitué au stock ici, de pouvoir le proposer à des bénévoles en l'occurrence et que chacun tire une maille et aille faire sa berge et remonte les données au fur et à mesure. Ou que quelqu'un chez nous soit coordinateur, mais en soi, on peut vraiment le déployer aussi facilement. Et c'est ça Oh. l'objectif? Oui, c'est vraiment le but, c'est d'avoir un protocole qui est vraiment facile à déployer, quoi. Le but, c'est Ok, pas un protocole d'expert. C'est ce que je dis, quoi. On le fait, les maisons de la Loire le font avec des scolaires, avec des enfants. Voilà, donc vraiment, tout le monde. Le but, c'est vraiment d'avoir quelque chose de simple. En plus, on est quand même sur. En fait, comme tu le disais, c'est-à-dire quand on suit une maille, la première fois, parfois, ça va être un peu long, les exuvies, de les identifier. Mais en fait, on tourne toujours sur la même rivière, on tourne toujours avec le même pool d'espèces. Et en fait, on va avoir 5, 6, 7 espèces peut-être différentes, mais grand maximum. Et ça va être dominé par deux, trois espèces. Donc, en fait, une fois qu'on va avoir un peu dans l'œil ces espèces qu'on va rencontrer le plus souvent, ça va aller beaucoup plus vite d'identifier les exuvies. On va juste s'attarder sur quelques exuvies, quoi. Mais, euh, mais voilà. Donc je pense que on monte très vite en compétence sur l'identification des exuvies, quoi. Beaucoup plus, par exemple, que sur les adultes. Mm. ok, d'accord. Et par rapport au protocole, l'idée c'est que ce soit cette même maille qui soit suivie pendant un pas de temps, enfin tous les ans, pendant X années, ou pas forcément? Pas forcément, contrairement au stock, justement. Oui, du coup j'essaie de faire le parallèle moi avec le stock que bah, de fait je connais bien. Et si on fait une maille je sais pas moi, enfin, l'année prochaine, en 2026, l'idée c'est qu'on suive cette maille ou le mieux c'est qu'on en prenne une autre. Est-ce qu'on revient à un moment donné sur cette maille-là et du coup avec un pas de temps, lequel est le mieux, tous les 2 ans, les 5 ans, où on s'en moque, on l'a fait une fois et puis c'est un one shot et on part ailleurs, on va faire histoire d'avoir de plus en plus de mailles. C'est quoi l'idée? Les deux sont possibles. Et le Euh, mieux c'est quoi? le Pour mieux, qu'on puisse c'est. exploiter la donnée. Alors, le mieux d'un point de vue statistique, ça serait d'avoir à peu près 70% de mailles qui changent tout le temps et 30% de mailles fixes. Ok. Voilà, ça c'est d'un point de vue purement statistique. Après, ça va aussi quand même dépendre un peu de l'effort qu'on est capable de mettre localement. C'est vrai que si on suit qu'une seule maille sur une région et qu'on tire sur, je sais pas, sur 10 rivières différentes dans une grande région et on suit une maille par an et tous les ans on tire au hasard une maille, on va jamais rien pouvoir en faire. Parce qu'une année, ça va être une rivière qui est à 300 km de l'autre, etc., quoi. Donc là, c'est pas top. Par contre, à partir du moment où on a un suivi qui se déploie suffisamment, et ben on se rend compte que là, ça devient intéressant d'avoir en fait un tirage aléatoire tous les ans, parce que c'est représentatif au final d'une réalité qui est plus large. Voilà. Donc, voilà. Ok. D'accord. Mais ça marche très Merci. bien. Et en plus, c'est quand même des projets où l'intérêt, c'est un suivi à long terme. Et une des grosses idées derrière, c'est de se dire que on fidélise plus les gens en leur permettant d'aller dans des endroits différents d'une année sur l'autre, qu'en leur demandant de revenir tout le temps au même endroit pendant X années. Parce qu'en fait, si on demande aux gens de passer pendant 15 ans au même endroit, qu'est-ce qui se passe au bout de 15 ans? C'est que tous les sites pourris et horribles à suivre et où il n'y a rien, bah, les gens ont arrêté de les suivre. Et par contre, les super tronçons, super sexy, trop beaux de nature avec plein d'exuvies, bah, au bout de 10 ans, les gens ils continuent à les suivre.
Et donc, en fait, on a un biais, c'est-à-dire qu'au départ, on suivait des sites représentatifs de la réalité de notre région. Et 10 ans plus tard, on suit les super spots. Voilà. Donc, on ne veut pas ça. On a clairement le biais avec les stocks, donc je vois bien. Ok. Merci. Merci. Bertrand? Ouais, alors je sais pas comment dire ça. Ouais, quand on a sur une maille, on peut avoir le cours d'eau principal et puis pas mal de petits affluents. On se focalise pour faire le transect sur le cours d'eau principal, je suppose. Derrière ça, c'est jusqu'à quelle typologie un peu de cours d'eau le protocole est intéressant. Est-ce qu'on peut remonter sur sur les zones un peu sources, voilà, dans des petits cours d'eau encaissés, où on reste sur vraiment une grosse rivière, quoi. Alors, Alors déjà, il est normalement, le protocole, bah, voilà, il est fait pour suivre les 5 espèces dont on a parlé. Donc, on va plutôt être la plupart du temps sur, on va pas être vraiment sur vraiment les zones de source, parce que souvent ces espèces-là, elles sont pas présentes. Donc, on va être plutôt à chercher sur des rivières moyennes à grandes. Voilà, si ça peut répondre. On va plutôt essayer de chercher un peu la rivière sur laquelle la population de ces espèces-là est la plus présente, quoi. Ouais, Louise, tu veux c'est pas des espèces qui vont remonter un petit cours d'eau encaissé qui vient Bah, ça dépend ce qu'on appelle le petit cours d'eau encaissé, quoi. qui est un petit Là, affluent on voyait la ouais. rivière là, qu'on a eu comme présentation là, dans le PNR de Corbière. C'était déjà quand même, entre guillemets, une petite rivière. On n'était pas mais on n'était pas non plus sur un ruisseau qui fait 50 centimètres ou 1 mètre de large, quoi. Ouais, bien sûr. Voilà, Ouais. on n'est pas sur des rivières à agrillons de mercure, quoi. Voilà. Mhm. On est quand même sur un calibre au-dessus, quoi. Après, aujourd'hui, ça n'a pas été, pour l'instant, le protocole, il n'a pas été bloqué. Donc, c'est-à-dire qu'on peut l'appliquer, j'ai envie de dire, vous voulez vous en saisir, vous pouvez l'appliquer partout. Euh, Parce qu'on était aussi dans une phase encore un peu recherche et développement. Donc, on voulait tester, j'ai envie de dire, permettre tout pour avoir des retours terrain les plus variés possibles. Et le projet R&D, il n'est pas encore fini. Donc, toutes les décisions n'ont pas été prises. On aura des dernières réunions en fin d'année pour vraiment bloquer tout ça. Et donc, à ce moment-là, peut-être que l'année prochaine, vous aurez une information plus claire sur bah, au-dessus de telle catégorie de rivière, on peut le mettre en place, ou des niveaux de priorité, par exemple. Typiquement, tel type de rivières sont des rivières prioritaires au titre du SOGAP. Donc, on vous encourage vivement à aller par là, mais vous pouvez le mettre quand même en place partout. Enfin, voilà, je ne sais pas encore qu'est-ce qui sera décidé au niveau national. Louise voulait compléter peut-être ou poser une question, compléter ces éléments. Oui, c'est moi qui voulais poser une question. Est-ce que en termes de littérature, vous avez des éléments par rapport au lien qu'on peut faire entre le SOGAP et des mesures de gestion ou de restauration? Est-ce qu'il y a vous pouvez nous dresser un peu la liste des axes sur lesquels, évidemment, c'est toujours intéressant de faire un SOGAP pour avoir le suivi d'une population de manière en compilant les données à l'échelle nationale ou régionale et même à l'échelle du parc. Mais de manière plus concrète, est-ce que vous pouvez nous dresser un peu la liste des pistes que ça peut dresser sur les constats? Alors aujourd'hui, il n'y a pas encore de publication. J'ai pas d'article ou autre vers lequel je peux vous envoyer qui traite ces questions-là. Euh, Moi, je pense que ce que ça permet de faire, si pareil, si vous avez un suivi qui est quand même suffisamment dense en mailles, c'est-à-dire que si on suit une ou deux mailles, bon, au niveau d'une zone Natura 2000 ou d'un parc, c'est évident que ça va venir renforcer un jeu de données plus large et peut-être qu'à l'échelle de la région, on aura des informations, mais vous n'aurez pas d'informations précises à l'échelle de votre zone Natura 2000. Donc, si vous voulez des infos précises à l'échelle de votre zone Natura 2000, il faut dimensionner quand même un nombre de suivis de mailles suffisant. Et après, qu'est-ce que ça peut vous apporter en termes de gestion? Ça va déjà être dans la relation que vous allez trouver entre justement les caractéristiques des berges que vous avez notées et les densités d'exuvie que vous avez récoltées. Donc mieux comprendre en fait
Est-ce qu'il y a des liens, par exemple? Est-ce que c'est plutôt une espèce qui va être favorisée dans tel type de berge? Est-ce que c'est plutôt une espèce de ripisylve, de milieu ouvert? Est-ce que c'est plutôt des berges abruptes ou des berges plates? Donc voilà, ça, c'est des choses qui peuvent ensuite vous permettre d'identifier éventuellement de la gestion à mettre en place sur certaines berges ou d'identifier les secteurs les plus importants pour ces espèces-là, pour l'émergence de ces espèces-là dans votre zone Natura 2000. Ça peut aussi être des éléments à prendre en compte si par exemple vous avez des travaux de restauration de rivière, de savoir que cette espèce-là, c'est quand même elle est plutôt inféodée à tel type de faciès de berge. Donc voilà, ça c'est des choses qui sont à mon avis importantes. Et après, si vous avez un jeu de données plus conséquent, on peut effectivement faire des liens, comme on l'a fait par exemple sur la Loire, avec des variations de niveau d'eau, des périodes. Est-ce que ça permet d'identifier, ok, en fait le gros problème c'est notre période d'étiage à telle période de l'année, à tel endroit, ce genre de trucs quoi. Ok. Sylvine? Typiquement, oui, c'était ça qui m'interrogeait, c'est faire le lien avec la gestion opérationnelle de nos sites, puisque donc parmi les personnes qui sont présentes aujourd'hui à des sites Natura 2000 avec des échelles de milliers d'hectares, des parcs naturels régionaux, mais donc les départements, on est un certain nombre à travailler sur des ENS, les sites sont bien plus petits. Donc pourquoi pas identifier une maille pour alimenter des données qui pourront être exploitées à une échelle un peu globale, mais le lien avec la gestion opérationnelle d'un site pour qu'on puisse un petit peu consolider ça. Ok, je comprends bien l'argumentaire, j'en avais besoin de ces argumentaires-là par rapport aux zones d'émergence et peut-être que la présence d'agents de terrain sur certains secteurs pourront aussi faire émerger des propositions d'action tout à fait concrètes. Mais c'était cet aspect-là qui me semblait important de faire le lien entre un PNA avec une échelle globale et des fois des sites que l'on gère qui font 10 hectares et avec des cours d'eau, mais on pourrait mettre peut-être éventuellement une maille. Alors, ce que je conseillerais, c'est pareil, faudra aller lire le protocole, il est beaucoup plus détaillé que ce que je vous ai raconté, mais il y a des possibilités d'avoir des mailles aussi de 125 mètres quand on suit des petits sites, ce qui permet par exemple aussi d'augmenter le nombre de mailles sans forcément augmenter le temps suivi. L'intérêt, il est que si vous suivez par exemple, je dis un chiffre au hasard, mais voilà, si on suit 5 mailles de 250 mètres, ça prend à peu près le même temps de suivre 10 mailles de 125 mètres. Mais si vous suivez 10 mailles, ça vous permet d'avoir une meilleure représentativité de l'ensemble de votre zone, de votre ENS. Et si vous faites ça tous les ans, en fait, tous les ans, vous avez quelque chose de représentatif de votre ENS. Et assez vite, au bout de quelques années, ça dépend de la taille de votre ENS, vous allez avoir quand même des mailles un peu partout sur votre ENS, qui ont été suivies au moins 1 année, 2 années, 3 années, parfois juste la maille d'à côté. Donc ça, ce qui est chouette, c'est qu'à terme, au bout de peut-être 3 ans, 4 ans, je ne sais pas, vous allez avoir un inventaire un peu global de votre ENS déjà. Donc vous allez pouvoir voir aussi où sont les zones les plus intéressantes pour ces espèces-là. Et en même temps, vous allez quand même pouvoir voir un peu si les tendances, si les populations fluctuent d'une année sur l'autre au global sur votre ENS. Donc ça fait déjà deux informations. Et après, mine de rien, ce qui est important c'est-à-dire que la tendance de population au niveau de votre ENS, souvent, elle ne va pas être liée à juste ce que vous faites sur site, parce qu'on est sur une rivière, c'est grand, c'est des bestioles qui se déplacent quand même beaucoup. Donc c'est important à un moment de pouvoir avoir un suivi commun avec d'autres gens autour de vous, pour avoir quand même cette information sur la tendance, parce que évidemment que vous n'allez pas mettre la même priorité de gestion sur une espèce dont les populations doublent tous les 5 ans, parce qu'elle va très très bien, et versus une espèce où vous êtes en train de vous dire, ah là, mais en fait, on est en train de la perdre complètement. Donc oui, c'est notre priorité de gestion. Peut-être qu'à terme, vous allez vous dire, ok, c'est une espèce de la directive Habitat, c'est important, il faut que je l'intègre, mais en réalité, les populations partout augmentent, c'est pas ma priorité de gestion. Voilà. Je mets de côté, je passe à autre chose. Je fais un petit suivi en routine pour vérifier qu'à un moment, j'ai pas un problème, mais c'est pas ma priorité. À l'inverse, si vous vous dites comme nous, c'est le cas par exemple sur certaines rivières, là, par chez moi en région centre, où on est en train de se dire, ah mais en fait, le golfe de Gralin, on s'en rendait pas compte, mais en fait, il est complètement en train de disparaître de toutes nos zones Natura 2000 de rivières. Il y a un gros problème. Donc là, ok, on va aller, et peut-être qu'on va faire autre chose que juste ce protocole SOGAP. Peut-être qu'on va devoir aller chercher d'autres informations plus précises, vraiment sur, je sais pas moi, faire des analyses de regarder les polluants dans l'eau, enfin j'en sais rien, je dis n'importe quoi, mais aller plus loin. C'est-à-dire que le but du SOGAP, il ne permettra pas de répondre à toutes vos questions,
mais il vous permet quand même d'avoir les grosses infos pour savoir déjà est-ce qu'il faut s'alerter, sur quel secteur, voilà. C'est un peu un lanceur, un suivi assez simple. Voilà. Après, j'avais une autre question. J'entends bien le volet lien avec la qualité de l'eau, avec la quantité d'eau aussi, le fait qu'il y ait des périodes de crue ou d'étiage. En termes d'opérationnalité, on va être plus efficace par rapport aux activités humaines qui se déroulent sur notre ENS départemental. Est-ce qu'il y a des interactions parfois avec des pratiques de sport de nature qui nous permettraient de privilégier ou de faire des zones de quiétude ou d'orienter les zones d'accueil? Oui, typiquement, voilà, c'est pareil. C'est vrai que si vous identifiez des secteurs de forte densité d'émergence, voilà, ça peut impacter après les activités que vous allez. Voilà. C'est vrai qu'une exuvie, alors c'est très vrai pour des gonfidés. Si vous voyez que vos exuvies, elles émergent la majorité à 10 cm au-dessus de la ligne d'eau, c'est vrai que d'avoir des skis nautiques, par exemple, qui passent en été et qui font des vagues, ça va entraîner une destruction directe de vos individus. Donc, si vous n'avez pas du tout d'effet de ça parce que vous voyez que vos populations vont très bien, bon, vous vous dites qu'en fait, cet impact, il est négligeable. Si à l'inverse, vous voyez que vos populations s'effondrent, à ce moment-là, cet impact, il n'est peut-être pas négligeable. Et donc, il faut peut-être effectivement interdire la pratique ou la réglementer à certaines zones que vous aurez identifiées, quoi. Merci. Tu as coupé ton micro, Gilles. Oh purée, mais ça fait la 3e ou la 4e fois que je fais ça. Donc Sonia. Oui, du coup, c'était pour rebondir sur la question et les remarques de Gilles par rapport à la gestion. Nous, on a suivi, j'ai suivi là une formation, il y avait une journée formation sur le PNA, donc avec Baptiste Charlot, et sur le protocole MEO. Et du coup, je me posais la question parce qu'il nous avait présenté, on avait discuté justement entre ce qu'on mettait en place, style le STELI pour suivre des cortèges d'espèces ou des espèces spécifiques. Et on pouvait mettre en place du coup le protocole MEO qui était plus en lien du coup sur l'état de conservation par rapport au milieu et espèces. Et du coup, est-ce que le MEO, par exemple, il peut être complémentaire au SOGAP ou pas du tout? Je crois que tu n'as pas mis ton micro non plus. Tac. Merci. Je suis en train de réfléchir du coup. C'est une bonne question. Est-ce qu'ils peuvent être complémentaires? Alors, Que le oui. MEO, il peut répondre justement à certaines, si en plus on le cumule à d'autres indicateurs, par exemple, il peut bien répondre en fait sur l'évaluation de l'état de conservation ou par rapport au mode de gestion. Et c'est vrai que quand il nous l'a présenté, c'était beaucoup en lien, nous du coup avec le STELI, mais pas avec la partie SOGAP. Donc, et on a très peu parlé finalement du SOGAP. Donc voilà, je me posais la question, et est-ce que ça peut répondre à Gilles aussi sur l'aspect de complémentarité en fait des données pour le mode de gestion qui peut être approprié derrière ou pas. Alors, j'ai pas le détail du méo en tête, mais de mémoire, on n'a pas tant que ça cette information. Vous me dites si je me trompe, hein, c'est possible. On n'a pas tant que ça cette information sur les densités. On est beaucoup sur de la recherche de niveau. En fait, on a différents stades de qualité de données. Est-ce qu'on a vu un seul individu? Est-ce qu'on a vu des mâles et des femelles? Est-ce qu'on a vu de l'accouplement, de la ponte? Est-ce qu'on a vu une exuvie? Et à ce moment-là, on a différentes catégories, 1, 2, 3, 4, 4 étant le meilleur, genre preuve de reproduction, émergence, ponte, exuvie. Mais on n'a pas forcément d'informations précises sur les densités sur un linéaire précis. Et ça, c'est hyper important si on veut avoir des tendances sur des espèces qui sont rares, en fait. C'est-à-dire que les espèces sur lesquelles on travaille, là, les espèces de la directive, c'est quand même des espèces où la plupart du temps, on va avoir des densités assez faibles. Et donc, la présence-absence, ou juste comme ça, on va perdre de la puissance d'analyse par rapport à des données où on a vraiment sur X mètres de berge qui avaient telle caractéristique de berge aussi, parce qu'entre une berge plate et une berge verticale,
Mais en fait, quand vous échantillonnez ces deux types de berges-là, vous échantillonnez pas forcément la même période. Parce qu'en fait, sur une berge plate, si votre rivière, dans les 3 dernières semaines, elle a fait le yo-yo ne serait-ce que de 5 cm, parce qu'il y a eu un micro-orage, ça vous a lavé toutes vos exuvies et vous ne trouvez plus rien. Si à l'inverse, votre berge elle est comme ça, et que vous avez le même micro-orage, vous avez aussi 5 cm, sauf qu'en réalité, au-dessus, il vous reste 95 cm de zone d'échantillonnage. Donc en fait, ça n'a quasiment pas d'impact. Et donc si vous ne notez pas est-ce que la berge elle est verticale ou est-ce qu'elle est plate, en fait, voilà, il y a un énorme biais qui va être lié à la quantité d'exuvies que vous trouvez après. Donc je pense que sur des espèces relativement communes, les deux marchent. Enfin voilà, le méo passe super bien. Mais si vous vous intéressez vraiment spécifiquement à ces espèces-là, aux espèces là dont on parle, les 5 espèces, je pense que c'est important d'aller un peu plus loin. Alors après, on peut coupler les deux. Mais en C'est-à-dire fait, que ouais, le voilà. SOGAP va vous demander plus de temps sur certains aspects. Et moins de temps sur d'autres, puisque par exemple le méo, vous allez aussi chercher les imagos, vous allez chercher aussi d'autres espèces, donc ça va vous demander une attention différente. C'est-à-dire que quand vous êtes en train de regarder autour de vous pour noter les imagos, vous n'êtes pas en train de chercher les exuvies. Donc en fait, on peut pas faire les deux en même temps, on peut pas regarder entre les feuilles et en même temps regarder ce qui vole dans le dos, quoi. Donc voilà, donc c'est juste une histoire de. Par contre, on peut faire les deux au même endroit. Ben, nous, c'est en fait, c'est pour ça que je disais ça, parce que nous, du coup, c'est ce qui est réalisé entre le Steli et le Méo. Ouais. C'est que qui peut le plus peut le moins, et finalement, le Steli est plus contraignant et va sur tout ce qui est évaluation, suivi d'espèces. Donc, même là, sur certains suivis d'espèces rares et du PNA, je pense aux agrillons, à des lestes, etc., qu'on suit. Après, on complète avec la partie exuvie, justement sur certaines espèces, sur certains transects ou certains points d'observation. Et le méo vient compléter par rapport à l'intégrité du peuplement. Et du coup, c'était pour ça que je disais, est-ce que Ouais. ça pourrait Ok. être la même chose avec le Alors SOGAP, quoi. complètement. Ouais. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est des choses voilà, où on va rajouter entre guillemets des informations. Donc en fait, on a Ouais, un c'est peu ça. comme un peu des protocoles un peu emboîtés. Et c'est d'ailleurs un des trucs dont on doit discuter dans la refonte, un peu justement sous Vigilib, là, avec les Steli, les SOGAP et tout ça. L'idée, c'est vraiment de pouvoir un peu ajouter des fonctionnalités au protocole de suivi en fonction des enjeux. Donc typiquement, ça sert à rien de faire du SOGAP. Enfin, ça sert à rien. Ça peut être intéressant pour suivre d'autres espèces, hein, d'ailleurs. Boyerier irénée, des trucs comme ça marcherait très bien avec le SOGAP. Mais c'est pas forcément utile de le faire si vous n'avez pas ces espèces-là sur votre zone. Donc vous pouvez juste faire du Steli, quoi. Mais c'est Si à un ça. moment vous vous dites, ah mais on fait aussi pour une raison XY du méo, mais on a les espèces SOGAP qui sont dedans. Bon, bah, le méo, on peut peut-être le faire en notant les variables SOGAP en plus. Voilà. Après, de mémoire quand même aussi, les longueurs de transect sur méo sont vraiment courtes. De base, je crois qu'on est sur du 25 ou du 50 mètres de berge. Donc là, typiquement, voilà, si vous êtes sur des transects de, je ne sais plus très bien, mais de 25 mètres, c'est évident que voilà, sur des espèces comme Macromia splendens ou des choses comme ça, on a vu les effectifs sont très faibles. Donc en fait, c'est pour ça aussi qu'on augmente le linéaire de berge à au moins 250 mètres, voilà, voire 125 mètres, mais c'est le minimum, pour avoir une chance pour augmenter notre détection, quoi. Voilà. Merci. De rien. Il est 10h29. C'est un café génial, parfait du début à la fin. On a respecté le timing. Merci beaucoup du coup à tous les intervenants. C'était très clair. Je pense que vous avez répondu à beaucoup de questions des gestionnaires. Je ne doute pas qu'ils en auront peut-être d'autres et qu'ils vous contacteront par mail. J'ai inséré dans le mail l'ensemble des ressources que nous a donné Valériane là dans le chat. Donc voilà, vous retrouverez toutes les ressources ainsi que les présentations dans le mail que je vais vous envoyer. Donc merci Valériane, Renaud et Louise. Et merci à tous les gestionnaires du coup pour les échanges. Et je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. À bientôt pour certains et à très bientôt pour d'autres. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Merci pour Merci. Au l'invitation. revoir. Merci Bonne beaucoup. journée. Au revoir.